Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Un hélicoptère de la MONUSCO a essuyé des tirs de rebelles du M23 vendredi près de Rumangabo dans le nord Kivu. L'acte n'a pas manqué d'être commenté. Le gouvernement congolais qualifie ce geste de violation flagrante du droit international. Déclaration de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement lors de son point de presse ce lundi. Lambert Mende a également salué la décision de déployer le maximum du personnel de la MONUSCO dans l'est de la RDC. Ce n'est pas une justification pour nous, des tirs, car aucune portion de l'espace aérien congolais n'est interdite à la mission des Nations Unies. C'est en ces termes que le porte-parole du gouvernement congolais a condamné l'attaque de l'hélicoptère de la MONUSCO par des éléments du M23. Le ministre de la Communication n'est pas allé par quatre chemins. C'est un acte assimilé à un crime de guerre au terme des conventions de Genève et des protocoles additionnels. Cette attaque a été confirmée par le M23 lui-même, dont un porte-parole nous a gratifié de quelques précisions, selon lesquelles l'hélicoptère ciblé survolait la zone à très basse altitude. Si tel était le cas, si cet hélicoptère était à basse altitude, c'est qu'il était très identifiable. Il est donc souhaitable que nos partenaires de la communauté internationale soient plus attentifs à cet aspect des choses. La restructuration et le redéploiement annoncé du personnel de la MONUSCO dans l'Est a également été abordé par les ministres. Une mesure qui permettra le rapprochement réel du personnel de la MONUSCO avec les populations victimes des conflits à l'Est. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime en cette circonstance toute sa solidarité avec la MONUSCO et sa brigade internationale d'intervention, dont nous apprécions la persévérance dans l'accomplissement de la mission de protection des populations civiles du Nord Kivu, qui ploie depuis plus d'une année, 556 jours exactement, sous le joug des forces négatives du M23. Et face à la rébellion du M23, Lambert Mende est catégorique et intransigeant. Il en appelle à la conscience universelle à se montrer intraitable face à l'entêtement du mouvement rebelle et de se mettre à penser au Rwanda. Ce lundi, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a reçu en audience le président du Sénat du Rwanda à Kinshasa sur invitation de Léon Kengo-Ndondo, président du Sénat congolais. Les échanges entre Minaku et Damascène Taokuliriayo ont tourné autour de la relance des activités de libre-échange dans la sous-région des Grands Lacs. Face à la presse congolaise, Damascène a commenté l'actualité qui reste dominée par la situation dans l'est de la RDC avec le soutien du Rwanda au M23. Crispin Chibas. À 9h30 local, le président du Sénat de la République du Rwanda est reçu par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aubin Minaku Njalanjoko. En réponse à l'invitation de Léon Kengo, Mandassin Taokuliriayo séjourne à Kinshasa avec, dans sa suite, une délégation qui l'accompagne. Reçu par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, les échanges ont duré plusieurs minutes. Face à la presse, les questions d'actualité sont abordées. Interrogé sur les soutiens que le Rwanda apporte au M23, le président du Sénat rwandais a du mal à se retrouver dans son argumentaire. Ce que nous encourageons comme Rwanda, comme Parlement du Rwanda, c'est que tout ce qui a été signé au niveau des accords de Kampala et au niveau d'Addis Abeba se mettent en place très rapidement et qu'on trouve une solution. Donc je crois que tout le monde doit comprendre que le Rwanda doit être pris et vu comme faisant partie de la solution. Question sur les assises des concertations nationales organisées par les autorités congolaises qui ont démontré leur volonté de respecter les accords, le président du Sénat rwandais. C'est une bonne chose qu'au niveau de la République démocratique du Congo, on fasse des consultations internes. Parce que de part et d'autre, chacun doit prendre sa responsabilité. Qu'en est-il du dialogue inter-rwandais? On n'a pas envisagé le dialogue inter-rwandais. La paix dans la sous-région des Grands Lacs passe par le respect des accords. Et la RDC respecte ses dispositions,
comme l'avait attesté le membre du Conseil de sécurité lors de leur visite à Kinshasa et qui ont participé à la clôture des assises de concertation nationale organisées à Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais a bouclé sa visite de travail consacrée dans sa première partie à Washington aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale. Matata Ponyo a échangé avec la directrice générale de cette institution de Bretton Woods, Sri Muliani. Au centre des échanges, les performances économiques réalisées par la RDC. Une séance de travail aux allures d'une victoire puisque Matata Ponyo s'en est sorti avec une promesse de financement de la Banque mondiale pour poursuivre l'élan du développement en RDC. Au siège de la Banque mondiale, les différents interlocuteurs du chef de l'exécutif congolais ne se sont pas seulement limités à l'écouter, mais surtout à louer les avancées accomplies et promettent au même moment d'accompagner la République démocratique du Congo par des actes concrets dans certains domaines, notamment l'énergie, l'agriculture, les infrastructures ainsi que la bonne gouvernance. La Banque mondiale compte s'investir dans le cadre surtout du projet Grand Inga et voie de communication à l'est de la RDC. Avec Sri Muliani, directrice générale de cette institution, il était question de faire allusion aux avancées économiques réalisées par le gouvernement congolais. À Washington, le dossier consacré à Inga a également reçu la garantie et l'appui de la ministre des Finances nigériane, Ngozi Okonjo. Je pense que les réformes qui sont en train en RDC sont très bien. Je pense que ça va aboutir à des résultats très intéressants pour le pays et il faut absolument les continuer. Avec Monsieur le ministre des Finances aussi et le président, je pense que vous avez une équipe économique formidable. Les deux personnalités militent déjà à d'œuvrer pour que le Nigeria et la République démocratique du Congo détiennent la tête de l'économie en Afrique. Le Premier ministre a été reçu également par la directrice générale du FMI. Christine Lagarde a aussi, comme plusieurs autres observateurs, reconnu les efforts consentis par la RDC dans différents domaines de la vie pour redresser son économie. Et je dois vous dire que j'ai été impressionnée. J'ai été impressionnée par la qualité des résultats, par l'amélioration considérable qui a été réalisée au cours des derniers mois. Et je suis sûr que sous l'autorité du Premier ministre, les mesures de politique économique, le cadrage macroéconomique ont été extrêmement utiles pour permettre le développement de cette croissance. Les deux personnalités ne sont pas à leur première rencontre. Elles se connaissent et s'apprécient de manière réciproque. Face à cette délégation du Fonds monétaire international, le gouvernement congolais, ici conduit par Matata Ponyo, a eu un argumentaire basé sur la croissance économique avec une courbe de 8,2%. Je crois qu'il faut maintenant consolider cette croissance, consolider ce bon cadrage macroéconomique pour permettre à l'économie congolaise de résister en cas de choc, parce que la situation internationale n'est pas d'une parfaite stabilité et il vaut mieux avoir un parapluie à ouvrir si jamais il pleut. Je crois que le parapluie congolais contre la pluie internationale est solide. Au cours de cette rencontre, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a joint sa voix à celle des observateurs extérieurs qui ont reconnu les travaux abattus par le gouvernement congolais. Elle encourage même ces grands projets axés sur la construction et la réhabilitation des écoles à travers la République démocratique du Congo. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer de la bonne gestion des finances publiques. Quand il y a une bonne gestion des finances publiques qui permet de dégager des excédents budgétaires, ça permet à ce moment-là de financer une politique au service des populations, au service de l'éducation. Moi, je suis maman de grands enfants et je sais à quel point il est important de financer l'éducation et de permettre à des jeunes de réaliser leur potentiel. Je me réjouis que les jeunes Congolais puissent bénéficier de ce genre d'investissement. Je vous l'annonçais au sommaire, un immeuble de 4 étages s'est effondré ce lundi 14 octobre au quartier GB dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, faisant au moins 9 blessés. L'immeuble abritait des habitations ainsi qu'une boutique d'habillement. Cet effondrement serait dû au non-respect des normes de construction. Plusieurs personnes seraient encore bloquées sous les décombres. Le ministre de la Santé et les agents de la Croix-Rouge étaient sur place en même temps que plusieurs ambulances. Les 3 premiers niveaux de l'immeuble étaient déjà habités. Un 4e étage était encore en construction.
L'autre effondrement, c'est celui d'un jeune baobab qui s'est écroulé lundi après-midi sur un véhicule sur l'avenue Mandarinier à la Gombe. Un vent violent est à la base de cet accident qui n'a pas fait de victimes. Heureusement, le conducteur que nous avons trouvé en état de choc a eu le temps d'éviter la chute de l'arbre sur le devant. L'arbre a juste endommagé la partie arrière de son véhicule. Le rôle des l'ITIE en tant que plateforme de réforme élargie du secteur pétrolier et minier en RDC était le thème de la grande matinée politique d'échange ce lundi entre les membres du gouvernement, les parlementaires, la société civile et la délégation du Conseil d'administration international de l'ITIE. Objectif, discuter mais aussi s'imprégner des processus pour la publication des rapports annuels ITIE 2012 et 2013 de la RDC. C'est dans une ambiance cordiale et de fraternité que se sont déroulées ces assises importantes de la réunion de l'ITIE RDC, 5 mois après la suspension de la République démocratique du Congo comme pays candidat à la conformité. Une rencontre organisée aussi dans le cadre de la visite du conseil d'administration de l'ITIE international à Kinshasa afin de s'imprégner des réalités mais aussi des différentes avancées de la RDC dans ce processus. Nous continuons à travailler pour que d'ici la fin de l'année, nous puissions produire les rapports ITIE 2011 et je crois que tout se passe bien. Nous soutenons que l'effort de l'ITIE aille au-delà, qu'ils connaissent d'abord ce que les entreprises produisent, parce que ce qu'ils déclarent n'est pas nécessairement ce que les entreprises produisent. Mais au-delà de tout, cette matinée d'échange a été aussi une aubaine de séduction pour la République démocratique du Congo vis-à-vis de la grande délégation de l'ITIE international dans un processus de réintégration comme pays conforme. On doit quand même reconnaître à la RDC et surtout au gouvernement de la République la volonté d'intégrer les processus ITIE dans la gouvernance de notre pays. Tout ce qui a été dit aujourd'hui établit que ce rapport sera prêt au 31 décembre 2013 dans les formes qui tiennent compte des mesures correctives qui ont été exigées par l'ITIE international. Cependant, plusieurs autres défis restent à surmonter pour la RDC, hormis les difficultés actuelles liées à la guerre qui sévit dans l'Est et qui freinent le pays à atteindre ses objectifs fixés par l'ITIE international. Nous parlons également de la rentrée académique lancée officiellement ce lundi par le ministre de l'Essurès sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais sur terrain, le constat est autre, vous le verrez. Certains instituts supérieurs ont bel et bien débuté avec les cours. D'autres, par contre, poursuivent avec les soutenances et délibérations. Normalement, la rentrée devait avoir lieu aujourd'hui. Elle a même eu lieu. Disons que les classes de première année, les classes de recrutement, c'est une rentrée encore timide. Comme il le dit, la rentrée est donc timide à l'université protestante au Congo. Ceux qui remplissent les couloirs de cette université sont des finalistes du premier et deuxième cycle qui viennent pour leur défense. Après l'UPC, cap vers l'Institut supérieur du commerce. Ici, malgré le mot d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la rentrée académique est confirmée pour le 15 octobre, nous a laissé entendre une étudiante. À l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, par contre, c'est l'ambiance totale. Les nouveaux venus sont donc dans les auditoires pour suivre leurs cours, pendant que les anciens se précipitent sur les valves pour connaître leur sort. Nous attendons d'abord la liste, on voit la liste et puis on va afficher l'horaire et puis on commence l'année. Ouais, il paraît qu'on délibère aujourd'hui, nous sommes venus pour voir si on a délibéré. Surprise! C'est le promoteur de cet institut supérieur, Martin Ekanda, qui fait le tour des auditoires avant de déclarer ouverte l'année académique 2013-2014 pour l'ISIPA. Une entière satisfaction. Nous consacrons cette rentrée à l'équipement. C'est ainsi que nous prenons nos invités, surtout la BIC qui est notre partenaire officiel pour cette année-ci. Placée sous le signe de la lutte contre les antivaleurs, cette année académique 2013-2014 intervient alors que certaines universités et instituts supérieurs débutent pour la plupart la deuxième session. Qu'à cela ne tienne, les chefs d'établissement sont tenus au respect du calendrier académique pour éviter des années élastiques comme on les a connues dans le passé.
En visite en Afrique du Sud, le président François Hollande a finalisé la signature de 2 importants accords commerciaux impliquant notamment GDF, Suez et Alstom. Il a rappelé l'amitié qui lie Paris et Pretoria. François Hollande et Jacob Zuma ont plaidé pour un partenariat équilibré entre la France et l'Afrique du Sud. C'est donc 2 importants accords commerciaux d'un montant avoisinant les 6 milliards d'euros. Alors quel est le sens de cette visite de François Hollande qui intervient 20 ans après celle de François Mitterrand? Jean-Marie Kassamba est notre invité pour faire le point. Il est éditorialiste. Bienvenue. Merci. Alors que dire de cette visite 20 ans après celle de François Mitterrand, qui était à l'époque le premier président à être reçu par Nelson Mandela, mais aussi, il faut le dire, une visite qui intervient pendant que l'économie de la France ne fait que flancher. Oui, il faut d'abord le dire que l'ANC est très proche du parti